Bonjour et bienvenue sur notre 19e session Intimus, le webinaire qui accompagne l'intimité relationnelle et sexuelle au temps de confinement. Intimus vous est proposé par la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains au travers la plateforme Zoom et le Facebook Live. Chaque session est à retrouver ensuite en replay sur la chaîne YouTube de la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains. À chaque nouvel épisode d'Intimus, nous accueillons un ou une experte pendant 1 heure de temps, le temps d'aborder un thème en lien avec cette période de confinement et avec la santé sexuelle, bien évidemment. Donc, je suis Grace Takash. Je serai à l'écoute de toutes vos questions durant ce webinaire. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions dans le chat en vous adressant à Animatrice ou en commentaire sur le Facebook Live. Vos questions sont bien évidemment anonymes, donc soyez nombreux à participer. Maintenant que nous sommes déconfinés et que le temps est venu de faire le point sur cette expérience que nous avons vécue, le confinement, bien évidemment, a été une période de repli, de huis clos avec les autres avec qui nous étions confinés. Nous avons sans doute beaucoup appris sur ces personnes avec qui nous étions, sur leurs traits de personnalité, leurs habitudes et les différentes réactions qui sont probablement ressorties plus spontanément durant cette période. Mais comme nous l'avons déjà dit, ce confinement a aussi été une période de repli, mais surtout une période de repli sur soi, un moment où nous avons pu apprendre à nous connaître plus profondément, à tester notre patience, à tester notre émotivité et à en plus tester notre intimité encore plus. Donc, un retour à soi-même qui nous a sans doute poussé à questionner notre identité, notamment notre identité quand il s'agit de notre santé sexuelle. Pour répondre à toutes ces préoccupations, nous accueillons aujourd'hui, encore une fois, Thierry Troussier, médecin de Bonjour. santé publique et sexologue et professeur de santé publique à l'Université Paris Diderot. Bonjour Thierry. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Thierry, pour commencer et pour revenir un peu sur l'idée principale de notre introduction, de quoi justement est composée l'identité d'une personne? Bon, l'identité d'une personne est multiple et donc elle est composée de déterminants qui sont eux aussi multiples, qui sont tous indépendants mais qui peuvent se recouper et composer cette identité. Donc Peut-être on pourrait en même temps, pardon Thierry, je vous coupe, oui, justement lancer une petite illustration que vous nous avez fournie pour rendre le contenu plus concret. d'accord. Bon, mais comme l'on voit sur cette illustration, et on verra que ça peut être même un peu plus complexe que cela, on a au minimum 4 déterminants indépendants, puisqu'on les voit, et qui peuvent se recouper plus ou moins. Et puis au centre, ben, je dirais qu'à l'instant donné, maintenant, actuellement, mon identité est composée de quoi? Ben, l'identité de genre. Nous allons voir dans un instant ce que peut être l'identité de genre, mon expression de genre, ce qui est totalement différent, nous allons le voir aussi, du sexe physique et biologique, et puis des orientations, des attirances que nous pouvons avoir, sexuelles ou sexuelles. Donc en fait, ces 4 grands déterminants, dont j'ai mis de façon assez des couleurs, mais qui ne sont pas spécialement représentatives, excepté que l'ensemble des couleurs montre que justement, c'est très multiforme, multi-identité, et qu'on voit bien que, nous le verrons, ça peut bouger. Et j'ai trouvé intéressant que ce sujet, on l'aborde à la fin du confinement, parce que toutes et tous, nous nous sommes confrontés à nos identités. Certes, on sait quelle est notre identité à l'intérieur de nous, mais laquelle avons-nous eu à montrer? Et dans les contraintes du confinement, il a fallu recomposer peut-être nos expressions, notamment de genre, donc ce que l'autre peut penser de soi-même ou avoir vu de soi-même. Mhm. Et avant de se repencher un peu sur toutes les définitions, avant tout, qu'est-ce qui définit le sexe d'une personne? Et est-ce que c'est partout pareil dans le monde?
Alors, tout dépend de ce qu'on appelle. Qu'est-ce qui définit l'identité? On vient de le voir. Qu'est-ce qui définit le sexe d'une personne? Eh bien, d'abord, ce n'est pas forcément partout dans le monde, mais le sexe est assigné en fonction des déterminants biologiques, physiques, les apparences des organes génitaux notamment, mais pas seulement. Quand il y a des doutes sur le chromosome, sur les hormones, mais essentiellement, donc, on détermine un sexe d'homme et un sexe de femme. Et il faut savoir que dans le monde, globalement, il y a des personnes qui sont intersexes, qui sont entre les deux sexes, et ça, c'est dû tout simplement à une non-finition de l'embryogénèse, c'est-à-dire au moment de l'état où on est embryon, dans le ventre maternel, eh bien, il va y avoir plus ou moins une fermeture neuronale et le sexe et le sexe des embryons, des fœtus, c'est une des dernières étapes de l'embryogénèse. Et donc, il peut exister des étapes qui ne sont pas finies et on reste entre les deux sexes, on appelle un intersexe, et on est avec un doute apparent sur le sexe de l'homme et le sexe de la femme. Et donc, fonction des pays et des cultures, on va assigner à cet enfant intersexe et on va lui dire c'est un garçon, c'est une fille. Les médecins vont l'assigner, la famille vont l'assigner, et puis d'autres vont permettre d'assigner le sexe beaucoup plus tard, quand l'enfant aura continué à évoluer et qu'il se sera identifié à tel ou tel autre sexe. Et en proportion, disons, combien de personnes sont intersexes et est-ce que c'est courant? Alors, on va parler que des personnes intersexes sur le plan physique. Vous pourrez toujours me poser la question, quelles sont les personnes qui sont entre les identités plus tard, parce que c'est un pourcentage différent. Donc les intersexes, c'est 0,25% de la population qui naissent avec un sexe qui est ambivalent à la naissance et dont on aurait éventuellement besoin d'assigner, qu'il soit garçon ou fille, pour vis-à-vis, ne serait-ce que quand on fait son certificat de baptême et qu'on va à la mairie déclarer l'enfant. Donc vous voyez que là, on a une obligation de déclarer un enfant qui soit de sexe garçon ou de sexe fille, ou de le déclarer intersexe. Et Maintenant, vous chez nous, c'est parliez, possible. ouais. Et vous parliez du fait de s'identifier à un sexe ou à un autre. Il me semble que ceci renvoie un peu à la notion de genre. Qu'est-ce que le genre et qu'est-ce que l'identité du genre? Pour se repencher un peu Alors, sur les définitions. oui, alors les définitions, il peut y en avoir plusieurs. Je vais emprunter d'abord Françoise Héritier-Augier a beaucoup écrit sur le genre, puisque c'est à l'origine certainement de la domination masculine sur le féminin. Et Françoise Héritier-Augier a beaucoup écrit. Donc elle disait que le genre est un arsenal catégoriel qui classe en ce que les valeurs portées par le pôle masculin sont considérées comme supérieures à celles portées par l'autre pôle féminin. Donc là, déjà, on voit que le genre, on va être confronté à des notions de masculin-féminin, de supériorité ou d'infériorité à une époque. Le genre, donc, peut être défini comme un ensemble construit des rôles et des responsabilités sociales assignés aux femmes et aux hommes à l'intérieur d'une culture donnée, à un moment précis de son histoire. Ça veut dire quoi? Que le genre, l'identité de genre va varier dans le temps, en fonction de l'histoire, va varier géographiquement, va varier en fonction des cultures et surtout va être identifié à des rôles. Et donc, par exemple, mais on y reviendra, en temps de confinement, pour ceux qui sont restés à domicile et qui ne pouvaient pas sortir, eh bien, ils ont été confrontés peut-être à des rôles que l'on disait à une époque, par exemple, les tâches ménagères étaient plus du ressort de la femme que celles du ressort de l'homme. Mais on voit que des études ont été faites pendant ce temps de confinement pour savoir les tâches ménagères ont-elles mieux réparties. Eh bien, un peu mieux réparties, mais encore pas réparties du tout. Les femmes disent et déclarent
qu'elle s'occupe beaucoup plus des tâches ménagères que les hommes, même lors d'un confinement. Il y a eu une petite amélioration. Mais on voit bien qu'il y a une grosse résistance sur des tâches que l'on donne plus, qu'on identifie plus au féminin et plus au masculin. Mhm, mhm. On a parlé justement du genre, de l'identité du genre, et pourquoi pas ne pas parler de l'expression du genre aussi. Alors l'expression de genre, c'est ce que l'on donne c'est ce que l'autre voit de nous, ce qui est complètement différent. Donc c'est comment vous vous montrez par rapport aux autres. Donc l'expression de genre concerne la façon dont vous démontrez votre genre à travers votre façon d'agir, de vous habiller par exemple, de porter des cheveux longs ou pas, de vous comporter, d'interagir, que ce soit intentionnel ou inconscient ou pas. Mhm, L'expression de genre est donc quelque chose qui change, qui varie beaucoup d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre, d'une heure à l'autre. Et alors, on peut prendre l'exemple le plus simple entre le lever et le milieu de la journée, bien qu'en période de confinement, certains d'entre nous sont peut-être restés dans la même tenue quand ils se réveillent et à midi ils se retrouvent avec la même tenue. Et d'habitude, on s'habille pour sortir et montrer son expression de genre qu'on souhaite montrer dans sa vie sociale, dans sa vie professionnelle. Quand on est resté confiné, eh bien, personne ne regardait, ou on pensait que personne ne regardait en dehors de l'être avec lequel on vit, qu'il soit du même sexe ou d'un sexe différent. Et évidemment, certains n'ont peut-être pas changé d'habit et sont restés sur un genre semblable. Et très souvent, on peut être dans des genres assez féminins, dans ces habits nocturnes, de soir ou de lever, alors qu'on peut avoir un genre totalement masculin dans ses habits de tous les jours. La même mhm, chose, c'est le deuxième exemple que je dirais, c'est l'adolescent ou mhm. l'adolescente. Et vous savez très bien que leur genre varie énormément d'un jour à l'autre, fonction du sentiment qu'ils ont d'être dans une identité homogène par rapport à eux-mêmes, et donc peuvent présenter à l'extérieur des aspects très féminins. On verra des adolescents habillés avec des capuches, des cheveux longs, ou portés de façon très ostentatoire des jupes. Et ça, c'est de la mode japonaise notamment, et si on pense au Japon. Et puis, vous avez des adolescentes qui vont cacher toute leur forme avec des grands pulls et des habits très longs. Et donc, on voit bien que l'expression de genre va énormément varier. Et l'adolescente est typiquement l'étape habituelle et reconnue par tous de ces modifications de l'expression de genre. Mhm, mhm. Et voilà, je vais demander à tous nos auditeurs de bien veiller à couper leur micro et leur caméra pour le bon déroulement du webinaire. Donc, revenons un peu à nos questions. Donc, vous avez parlé du sexe biologique et il y a aussi l'identité sexuelle vécue. Est-ce que celles-ci peuvent aller à l'inverse du sexe biologique? Donc, est-ce qu'on peut être anatomiquement un homme, mais vivre en tant que femme, donc en femme? La réponse est oui. C'est ce qu'on va appeler des transidentités, notamment Mhm, les transidentités sur le plan social. Mais revenons sur le sexe biologique. Le sexe biologique, il ne fait pas seulement référence aux organes externes, mais aussi aux organes internes liés à la sexualité, aux hormones, comme je vous l'ai dit, mais aussi aux chromosomes. Et tout ça, c'est objectivement mesurable. Et les troubles qui sont dus aux hormones, aux chromosomes, eh bien, quand on les additionne par rapport à ce que je disais tout à l'heure, les 0,25% d'apparence intersexe des organes génitaux, on arrive quasiment à 1% de la population qui peuvent avoir, être intermédiaires au niveau de la sécrétion hormonale, voire d'avoir des chromosomes qui manquent ou des chromosomes supplémentaires. Et donc, quand on additionne ces différents aspects objectivables, identitaires, physiques, on est proche de 1% de la population, ce qui est énorme.
énorme comme terme. Et donc, cette réflexion que nous devons avoir tous ensemble, eh bien, nous confronte à l'aspect non binaire des êtres sexués. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle des êtres intersexués qui peuvent toucher. Donc là, bien évidemment, l'apparence masculine ou féminine peut varier. Ensuite, vous avez des personnes qui sont de sexe binaire, soit homme, soit femme, soit garçon, soit fille, et dont l'expression va changer, mais pas forcément l'identité au fond d'eux, ce qui est totalement différent. L'identité sexuelle que l'on a, l'identité de genre, est quelque chose qui se détermine assez tôt dans la vie. On dit souvent que ça se détermine dans les 3 premières années de la vie, dans lesquelles un garçon va savoir qu'il s'identifie à un petit homme, parce qu'à l'âge de 3 ans, on joue souvent le rôle du papa ou de la maman en fonction de son sexe, va avoir des désirs et des envies de jouer de façon très identitaire à des jeux plutôt d'hommes masculins, et vice-versa, la fille peut très rapidement se trouver dans un genre féminin. Et bien évidemment, on connaît tous des petits garçons et des petites filles de 3 ans qui peuvent jouer inversement à la poupée pour les garçons et au pompier pour les petites filles. Et donc, on voit bien que l'identité de genre est composée parce que ce garçon et cette petite fille, si ont une bonne identité physique de garçon et de fille, eh bien, elles ont des expressions de genre qui sont différentes, voire opposées. Et donc là, on va commencer à voir qu'il y a des multitudes d'identités, ce qui fait la richesse, je dirais, de tous les êtres humains et de toutes les rencontres. Et nous verrons tout à l'heure que quand on rencontre quelqu'un, on va redéfinir non pas son identité de genre, mais son expression d'identité en fonction de ce que l'autre va exprimer comme identité aussi. Mhm. Il y a une dernière dimension que vous ameniez dans vos déterminants de l'identité et qui est celle de l'orientation sexuelle. Pouvez-vous revenir un peu sur la définition de l'orientation sexuelle et voilà, est-ce que cette orientation sexuelle est liée au sexe biologique, au genre, à l'expression du genre? Alors l'orientation sexuelle, on en a beaucoup parlé et on en a beaucoup parlé. D'abord parce que déterminer qu'on est hétérosexuel ou homosexuel, c'est récent. Ça a un peu plus d'un siècle. Ça s'est déterminé à la fin du 19e siècle et c'est apparu vraiment comme un phénomène de société avec les coming out, notamment dans la période du sida, qui a permis donc une identité de l'homosexualité au même titre que l'identité de l'hétérosexualité. Et très rapidement, en même temps qu'il y a eu ce phénomène de prise de conscience de l'homosexualité, il y a eu surtout un phénomène de prise de conscience qu'il n'y avait pas que l'homosexualité ou que l'hétérosexualité comme réalité dans l'orientation sexuelle. Et là, je parle bien de l'orientation sexuelle. Tout à l'heure, je vais vous parler de l'orientation sexuée. Mais parlons de l'orientation sexuelle. Déjà à l'époque, Alfred Kinsey, dans les années 1950, avait décrit 7 possibilités de son orientation sexuelle. Ceux qui étaient vraiment que hétérosexuels, c'est-à-dire qu'ils étaient attirés sexuellement que par une personne du sexe opposé, et ceux qui étaient complètement homosexuels, qui n'étaient attirés que par une personne du même sexe. Et comme je l'ai dit, ça se définit très très tôt dans la vie. Et très très tôt, on a cette attirance sexuelle vis-à-vis d'une personne du même sexe ou vis-à-vis d'une personne d'un autre sexe. Et puis ensuite, il y a entre bien, des personnes que l'on dit bisexuelles, qui sont attirées autant par les personnes du même sexe que par le sexe opposé. Et puis, entre les personnes qui se disent bisexuelles, homosexuelles et hétérosexuelles, eh bien, vous avez encore 4 autres catégories. Ceux qui, occasionnellement,
peuvent avoir des rapports sexuels avec une personne du même sexe ou du sexe opposé, et ceux qui ont de temps en temps, et beaucoup plus qu'occasionnellement, des rapports sexuels avec une personne du même sexe ou du sexe opposé. Au total, Alfred Kinsey avait décrit, et il y a un très beau schéma d'Alfred Kinsey, qui avait décrit ces 7 possibilités, mais en fait en disant que c'était un continuum entre ces deux aspects binaires de l'orientation sexuelle. Alors ça, il s'agit bien des rapports sexuels avec une personne du même sexe ou du sexe différent. Mais on peut être attiré par des personnes du même sexe ou du sexe différent. Ouais, justement, on a une question. Il y a quelqu'un qui me dit, bonjour, j'ai une question. Je suis une fille qui n'a que des amies filles. Je n'ai jamais eu de petits copains. Suis-je homosexuelle? Alors, si on devait conserver les termes, je dirais elle n'est pas homosexuelle, du moins si elle n'a pas eu encore de rapport sexuel avec une jeune fille, donc du même sexe, elle ne peut pas dire qu'elle est homosexuelle. Et même si elle avait un jour un rapport avec une femme, une jeune fille du même sexe, encore faudrait-il, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'elle ait exclusivement que des rapports homosexuels femmes pour se déclarer homosexuelle. Sinon, elle peut dire je suis soit bisexuelle, soit j'ai des tendances peut-être avec des rapports sexuels. Mais très souvent, à l'adolescence, on est beaucoup mieux à échanger, à parler, et même plus tard, avec des personnes du même sexe. Et on voit bien, dans Sex and City, par exemple, c'est 5 femmes qui sont sans arrêt ensemble et qui racontent leur histoire. Eh ben, elles sont a priori 4, en tout cas hétérosexuelles, et l'une vraiment très ambivalente dans ce domaine-là. Et parce que justement, c'est ce qui fait la richesse de cette ancienne série américaine, montrent bien qu'elles se regroupent ensemble en permanence. C'est pas pour ça qu'elles sont homosexuelles. Mais elles sont, on pourrait dire, homosexuées. C'est-à-dire qu'elles ont une attirance avec une personne du même sexe. Elles peuvent être amoureuses, ces attirances, elles peuvent être amicales, mais elles peuvent être aussi intellectuelles, elles peuvent être aussi spirituelles. Donc l'attirance, elle n'est pas que simplement émotionnelle, affective. Ça peut être aussi des attirances mentales, spirituelles, et puis des attirances sociales, c'est-à-dire on se sent mieux dans un groupe de pairs, c'est-à-dire de personnes du même sexe, du même âge, du même groupe socioculturel, dans lequel on se retrouve et on est confiné entre groupes de pairs, et c'est pas parce qu'on est entre femmes ou entre hommes qu'on est homosexuel. On peut dire qu'on a des relations homosexuées, par exemple, ou de préférence homosexuelles. On a une question. On nous dit que l'expression du genre amène parfois à renforcer les stéréotypes de genre et les injonctions pour se faire connaître par les autres comme femme ou homme. Est-ce un problème? Par exemple, on dit l'épilation, le maquillage, la musculation, la virilité. Alors, d'abord, on a compris que le genre n'est pas purement biologique. On a compris. Deuxièmement, que ça a évolué dans le temps, que ça évolue en fonction des pays et des cultures, et donc des normes. Des normes décidées par qui? Des normes décidées par des populations, qui vont bien identifier ces normes avec des aspects, des expressions de genre, telles que vous me le dites, ça peut être la coupe de cheveux, la façon de s'habiller, etc. Bon. Donc, cette idée de différencier les catégories, eh d'abord, ça rassure beaucoup de cultures, beaucoup de religions, pour dire que une femme doit être féminine, un homme doit être masculin, et doivent s'accoupler ensemble, ne serait-ce que pour qu'il y ait une continuité dans la vie et que l'on procrée. Ensuite, il y a l'idée d'une naturalité des catégories, et là-dessus, Françoise Héritier-Augier, comme je l'ai dit d'emblée au départ, dit que le genre est complètement construit et complètement éducatif. Donc, quand on dit qu'il faut, dès la petite enfance, éduquer nos enfants au genre pour une égalité de genre, on ne veut pas dire qu'on veut éduquer les garçons pour qu'ils deviennent des filles pour des garçons, non. Chacun peut s'identifier et exprimer tel qu'il le désire, mais respecte
à égalité les autres. Ça veut dire qu'on doit se sortir des stéréotypes de domination ou de soumission qui ont été attachés aux genres, qui sont historiques globalement. Ben oui, historiquement, dans de nombreux pays, dont le nôtre, la femme n'avait pas de chéquier, la femme ne pouvait pas aller à la banque, la femme n'était pas libre, la femme n'avait pas de travail, la femme ne pouvait pas voter. Et donc, quelque part, chez nous, je parle simplement de chez nous, de notre culture judéo-chrétienne française, eh bien, on a mis des stéréotypes. La femme était à la maison, devait faire des enfants, les éduquer et assurer la maintenance de la maison. Certainement aussi la maintenance financière du couple. Et puis, vous aviez l'homme qui, lui, avait été à l'extérieur, avait le droit de vote, avait le droit d'avoir le chéquier, avait le droit de sortir, avait le droit de faire du sport. Et puis, donc, on voit bien que là, on est dans des stéréotypes qui ont construit des formes de domination sociale et de soumission. Ou du moins, chacun avait un rôle, l'un à l'extérieur et l'autre à l'intérieur. L'autre, c'était l'exténuité, l'autre, c'était l'intimité. Et chacun prenait son rôle. Alors, on peut être dans une égalité et dire, ben, ça fonctionne très bien, excepté qu'aujourd'hui, eh bien, les femmes ont accédé à une égalité sur le plan social. Les hommes ont accédé enfin à rentrer dans l'intimité de la maison, avoir un rôle éducatif vis-à-vis des enfants, avoir un rôle aussi à la maison au moment du post-accouchement, etc., ou de l'accompagnement, et tout s'est modifié. Et ce n'est pas pour cela que les hommes sont devenus des femmes et des femmes sont devenues des hommes, ou que des garçons sont devenus des filles et des filles des garçons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les identités sont multiples, sont variables, et elles sont surtout dans leur expression ce que l'on vit grâce et à travers ce que nous renvoie à l'autre ou de sa désirabilité que l'autre a vis-à-vis de soi-même. Mhm. Thierry, une question. Quand on grandit dans un environnement qui n'envisage pas la binarité homme-femme, dans Oui. une orientation hétérosexuelle, n'est-ce pas que c'est plus difficile de s'interroger sur son identité et quelles peuvent être les conséquences d'une telle éducation? Vous me répétez la question, la conséquence d'une telle éducation quand. Alors, quand on grandit dans un environnement qui n'envisage que la binarité homme-femme dans une orientation hétérosexuelle, n'est-ce pas plus Oui, difficile de bien s'interroger sûr. sur son identité et quelles peuvent en être les conséquences d'une telle éducation? Les conséquences de s'interroger sur l'identité, quand on n'est que dans une culture qui se veut binaire, donc rassurante, ne serait-ce que sur le plan moral, ne serait-ce sur le plan de la fécondité, de la procréation, et que l'on n'est pas sur ce que l'on est au fond de soi, mais de ce que l'on veut que la société notre rôle dans la société qui est la procréation, la continuité de sa société. Donc évidemment que c'est très compliqué parce que on va créer ce qu'on appelle l'homophobie, parfois l'hétérophobie ou la transphobie, etc. Donc on va créer ce qu'on appelle des phénomènes de discrimination qui vont à l'encontre des droits humains, qui vont à l'encontre des valeurs. Et c'est notamment la raison sur laquelle nous avons fondé la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains. On a toujours associé les droits humains à l'approche de la sexualité à la chaire UNESCO dans l'éducation, dans les formations, dans notre message, parce que choisir son identité, c'est aussi se respecter soi-même et être respecté dans la société. Et ne éviter de se cacher. Si on se cache, on n'a pas accès à la prévention. Si on n'a pas accès à l'éducation parce qu'on est une femme et que l'on ne veut pas donner l'accès à l'éducation aux femmes, eh bien évidemment, elles ne pourront pas avoir accès ni à la santé, ni accès à leur expression pleine d'elles-mêmes. Donc on voit bien que nous, on lutte contre la discrimination et on lutte contre les exclusions à travers une éducation égalitaire des genres, mais non pas une fusion des genres, non pas un mélange. On dit que la vie est un kaléidoscope, l'expression identitaire est un kaléidoscope, chacun le choisit
au mieux de ce qu'il est à un moment donné dans une culture donnée et qu'on doit se sentir au mieux. Le bien-être, c'est un bien-être dans la dimension sexuelle, de la santé sexuelle, je vous rappelle, qui est un bien-être physique, social, mental et émotionnel. Et donc, pour que ce bien-être existe, eh bien, il faut bien que son expression sociale, son expression émotionnelle, ce que l'on pense de son identité de soi, donc sa pensée, le mind, sa dimension mentale, et son expression physique, de garçon, de fille, d'homme, de femme ou d'inter, une expression qui ne se veut pas binaire, ben, soit acceptée par tous. On ne met en difficulté personne dans ce cadre-là. Est-ce J'ai que j'ai une répondu à question. votre question? Ouais, Donc, en fait, oui. c'est la lutte contre cette homophobie. J'ai juste une question qui nous vient d'une auditrice ou d'un auditeur. On dit l'origine de l'homosexualité étant bien définie et l'histoire du sida ayant trouvé sa place, pardon, y a-t-il un élément somatique à associer avec le développement de sentiments homo? Somatique, c'est-à-dire une maladie? Non. Alors, déjà, fort heureusement, les, l'orientation homosexuelle, l'homosexualité est sortie des maladies en 1980, 81, que ce soit de l'OMS ou de l'APA, donc une classification internationale. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'homosexualité et l'hétérosexualité est quelque chose de construit depuis la fin du 19e siècle et existe que très récemment. Et donc l'homosexualité, par exemple, telle que l'on pense que les Grecs l'ont vécue, ce n'était pas de l'homosexualité, c'était des formes d'éducation, c'était des cultures totalement différentes. Ce n'est pas parce qu'on avait à une certaine période de son adolescence des rapports homosexuels avec d'autres hommes qui nous initiaient qu'on était pour cela homosexuels. Mhm, Pouvez mhm, devenir hétérosexuel. Et donc, vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec la somatisation. On se sent hétéro ou on se sent homo très, très rapidement après la naissance. Enfin, après 3 ans, si vous voulez. C'est un sentiment que l'on a au fond de soi. Et alors, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, là aussi, il faut différencier. Se sentir, c'est pas parce qu'on n'aime que les jeux de garçons qu'on est une jeune fille homosexuelle, pas du tout. mhm, Simplement, une tendance d'expression de genre masculin, mais vous pouvez dans votre vie être très bien hétérosexuel et être, par exemple, je dirais, travailler avec chez les pompiers, d'être vous-même mécanicien ou vous-même physicien, physicienne et mathématicienne. Vous mhm, voyez bien que ça n'a rien à voir avec la notion de femme ou d'homme. mhm. Revenons un peu sur la question d'éducation, Thierry. Donc, un courant d'éducation, donc à l'inverse, il y a un courant d'éducation gender neutral qui se développe. Peut-il y avoir des conséquences négatives, par exemple, non pas un enfermement, mais plutôt un flou dans la construction de son identité? C'est un flou si on n'aborde pas cette question-là sur le plan éducatif. Oui. Si on le cache, si on discrimine, si on a peur de s'exprimer, ça devient une source personnelle de bien-être si on peut aborder dans le cadre de l'éducation toutes ces identités que je dis tout à l'heure, à la fois l'identité physique, donc là on pense à tout ce qui est organes génitaux, hormones, chromosomes, qui vous définit homme, femme ou intersexe, à l'identité de genre, c'est mon identité à l'intérieur de moi, de ce que je me sens comme homme, garçon, masculin, ou comme homme, fille, féminin, par exemple. Mon expression de genre que je veux donner à voir aux autres, et ensuite mon orientation sexuelle et mon orientation sexuée, amicale, d'attirance, etc. Et, et, évidemment, si on est très clair, et là-dessus, vous pourriez partager l'écran de ce très très beau dessin réalisé sur
genderbread, qui est l'équivalent de gingerbread, que vous pouvez mettre en partage d'écran, voilà, et qui montre ce petit bonhomme que l'on tire, que vous pouvez retrouver sur ce très bon site qui est anglo-saxon, bien sûr, qui s'appelle Gingerbread, là c'est Gingerbread Person. Et là, on voit sur ce petit gâteau jeune que l'identité, c'est bien la pensée, que l'attraction, l'émotion, c'est bien le cœur, que le sexe, ça peut être à la fois les organes génitaux qui se font hommes, qui sont âmes, qui font intersexes, mais aussi l'orientation sexuelle, des rapports sexuels avec le même sexe ou avec des sexes différents ou entre les deux. Et puis, globalement, l'expression que l'on donne de genre à voir aux autres, et elle va varier dans le temps beaucoup plus que l'identité qui est à l'intérieur de nous, qui est assez claire très précocement. Donc ce petit schéma-là est un schéma qui rassure énormément et qui n'amène pas du flou, qui se dit, ben, aujourd'hui, voilà, je suis comme ça, demain je serai différent, et puis certainement qu'hier ou avant-hier j'étais différent. Un Thierry? instant, il faut que je remette un peu d'énergie dans mon appareil pour vous continuer. Allez-y, posez-moi la question, je vous écoute. Ok, donc justement, on a beaucoup parlé de son identité propre, mais quelle importance a l'identité sexuelle vis-à-vis des autres? Tu vois, il y a dans des pays, par exemple, comme en Allemagne, on exige que les prénoms donnés aux nourrissons permettent, par exemple, de discerner facilement qu'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Aussi, certaines personnes se disent mal à l'aise lorsqu'elles sont en présence de personnes dont elles n'arrivent pas à identifier le genre, donc androgyne, et bien que l'identité sexuelle joue un rôle important dans nos sociétés. Donc, ma question est, quelle importance a l'identité sexuelle vis-à-vis des autres? Je ne sais pas si on dit. Alors, l'identité sexuelle, c'est-à-dire se déterminer comme homme ou femme, encore une fois, par rapport aux autres dans une société. Quand vous êtes dans des sociétés, ouais. C'est ça, finalement. Quand vous êtes dans des sociétés qui sont avec une très forte imprégnation morale ou religieuse, ce qui est une grande partie du monde, mais je ne vise pas spécialement les pays arabes pour les musulmans, Ouais. ou les pays d'Europe de l'Est avec ce qui est les cultures orthodoxes. Mais chez les chrétiens, c'est la même chose. Chez tout le monde, dès qu'il y a une morale attachée à une religion, il va y avoir un système tertiaire, enfin un tripode, qui est l'homme, la femme et l'esprit, ce qu'il y a au centre, mais dans lequel on ne va pas être dans l'intermédiaire. Sinon, les religions, les morales pensent qu'il va y avoir une confusion et que l'on va plus pouvoir agir par pouvoir l'un sur l'autre, soit le pouvoir de la procréation qui est propre à la femme, soit le pouvoir proprement dit propre à l'homme qui est de protéger, par exemple, la femme. Et là, je suis vraiment dans des fonctions, je dirais, stéréotypes. Vous avez la procréation, les femmes, les hommes ont la protection. Et avec ça, on va définir des stéréotypes. Alors bien sûr, quand on fait une éducation et quand on, comme nous à la chaire UNESCO, on promeut une éducation égalitaire, on ne va pas promettre une éducation de confusion, ni dans les identités hommes-femmes, ni dans les identités de genre, et on ne va pas remettre de toute façon une identité de genre de pensée qui est de toute façon déjà construite dès l'âge de 3 ans. Les interventions éducatives que l'on peut faire commencent, comme l'UNESCO le propose, vers l'âge de 5-6 ans seulement, quand l'identité est déjà faite. Mais par contre, l'expression de genre, à ce moment-là, se met en place. Et la discrimination de genre se met en place. Le petit garçon qui va jouer contre eux et qui va dire les filles, elles sont ci, les filles qui vont se mettre en disant les garçons, ils sont bêtes, etc. Donc, ces moments où va se construire la construction sociale qui est entre l'âge de 5 à 7-8 ans sont les moments où on doit intervenir, non pas pour remettre en question l'identité de chaque être humain auquel on peut clarifier
c'est des différents déterminants. C'est à ce moment-là que l'on peut aider au contraire et dire que un garçon et une fille, c'est égalitaire dans les fonctions sociales. Dans les fonctions sociales. Un homme peut rester à la maison, une femme peut sortir, une femme peut avoir des métiers réservés avant aux hommes et un homme peut avoir des métiers qu'on réservés avant aux femmes, etc. Et ceci, après de dire, et quand on a une attirance, eh bien on va avoir une attirance en fonction de, c'est l'attirance, on croit qu'on est attiré que par les filles, que par les garçons ou par les deux, mais l'attirance de genre, c'est-à-dire que moi, un être humain va s'exprimer différemment en fonction de l'autre être humain qui est devant et de ce que cet être humain va lui renvoyer. Et on va construire ensemble son expression de genre quand on est deux. Et donc, il faut quand même se rassurer sur les limites de l'éducation et de ne pas en avoir peur. L'éducation est là pour clarifier ces différents déterminants de l'identité d'une part, pour favoriser le bien-être des humains à tout instant de sa vie et éviter des tentatives de suicide malheureuses qu'il y a, ou parfois des suicides au moment de l'adolescence, et là pour intégrer toutes les vulnérabilités, et nous l'avons vu plusieurs fois déjà, et nous verrons encore avec le handicap notamment, et la sexualité, mais là pour intégrer une égalité, un respect de ces différences. Et donc pour clarifier, et non pas pour faire de la confusion, et non pas, il ne faut pas en avoir peur. C'est vraiment simple, comme gingerbread, genderbread. Ouais, mais parfois on se sent quand même mal à l'aise quand on rencontre quelqu'un qui transgresse nos codes genrés établis déjà. Tu vois, quand on voit quelqu'un un homme qui porte une jupe par exemple ou une robe ou qui a même les cheveux longs, qui a les ongles bien faits, par exemple, on se sent quand même, on sent cette transgression de nos codes genrés établis. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Ouais. Même pour moi. Je me rappelle parce que ça, c'est à l'époque où on allait encore à l'opéra, il y avait justement des parents avec un garçon et une fille. À l'évidence, il y avait un garçon et une fille. Parce que lui, il avait beaucoup de poils aux pattes, c'était le garçon, et il était habillé en fille, et la fille était habillée en garçon. Mais ils étaient habillés mode. C'est-à-dire à la mode, des gens qui ont des moyens financiers et qui ont affirmé leur genre, là, féminin garçon, adolescent, qui devait avoir, à mon avis, 16-17 ans, et la fille qui était habillée en mec, et ils étaient avec leurs parents. Alors, est-ce que c'était le petit copain, la petite copine, le frère et sœur? Je ne sais pas. Je ne me suis pas adressé. Mais même moi, je me suis retourné plusieurs fois. Mais je me suis retourné la première fois par curiosité, en étant intrigué. Et la deuxième fois avec un sourire de bienveillance en disant ils ont quand même de la chance aujourd'hui de pouvoir vivre cette façon de s'habiller et de se présenter avec leurs parents dans une société au moment de la pause à l'opéra. Et mon sourire était plutôt heureux en se disant que si partout dans la planète on pouvait, chacun d'entre nous, nous s'exprimer et ne pas être rejeté ni par sa famille, ni par sa communauté, ni par son peuple, ce serait quand même beaucoup mieux. Et je suis pas du tout sûr que ce garçon soit du tout homosexuel et que son affirmation de cette féminité était merveilleuse. Et je trouvais que c'était vraiment un bel homme. Vous voyez, et il était vraiment avec les cheveux longs et la fille était avec les cheveux courts. C'était incroyable. Ça, bon, je pense à ça. Et puis alors, je pense à un deuxième exemple que je peux dire. Quand je vais dans des colloques et des congrès pour la sexologie depuis très longtemps. Et il y a un couple de sexologues qui sont deux hommes et qui commencent, l'un joue le rôle de l'expression de genre femme et l'autre joue le rôle de l'expression de genre d'homme. Donc je ne dirais pas des noms, mais ce sont des personnes qui sont d'origine nordique. Et à la fin du colloque, 5 jours plus tard, celui qui était femme devient l'homme et celui qui a été homme devient femme que par des maquillages. Et on les voit évoluer tous les deux pendant le temps du congrès, et ceci pour nous interroger justement et faire la différence entre l'expression de genre et l'identité de genre. Ouais, puisque tout existe, Thierry, est-ce qu'il faut être justement averti? Oui. Ouais. Il faut être,
il faut être éduqué, il faut être averti, et apprendre en même temps les droits humains et la tolérance, et accepter et se dire que si aujourd'hui mon enfant est comme ça, demain il le sera, il s'exprimera différemment. Et son identité, elle est construite quasiment à la naissance. Son orientation aussi. Donc, c'est des peurs qui sont inutiles, vraiment, sur le plan social qui sont inutiles. Et là, je maintiens, de nombreuses fois, on a fait des plaidoyers et on s'est associé à d'autres plaidoyers dans ce domaine. Et Éviter la Thierry, peur. est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui remettent en question leur identité? Est-ce que ce processus, il est naturel ou est-ce que ce phénomène a été accéléré par l'apparition, par exemple, récente du terme genre dans les grands médias? Oui, non, mais évidemment que la médiatisation internationale, multiculturelle auquel on est confronté, la sortie, je dirais, après le sida, des homosexuels d'une part, et puis ensuite du monde LGBT, puis ensuite du monde LGBTQ, puis du monde LGBTQI, indéterminé, intersexe, voire asexué. Bien sûr que tout ça, c'est un mouvement qui est arrivé avec, d'une part, les médias, mais qui est un mouvement qui ne fait que révéler ce qui est la véritable identité de nos peuples. Et dans certains pays, ils peuvent s'exprimer, dans d'autres pays, eh bien, c'est encore pénalement condamné et amène des souffrances. Et des personnes qui ne sont pas reconnues dans la vie sociale, eh bien, ont des peines et des souffrances énormes, ont plus de sida, ont plus d'infections sexuellement transmissibles, sont plus souvent tuées, discriminées, ont plus, je pense aux femmes homosexuelles, ont plus d'insultes et d'injures mentales que parfois même de violences, sont plus des agissements sexistes que de violences sexuelles proprement dit. Donc il y a évidemment beaucoup de conséquences négatives auxquelles il faut combattre et auxquelles c'est le rôle de toutes, la chaire UNESCO n'étant là que pour porter une parole et tenter des actions innovantes dans ce domaine-là, mais c'est le rôle de chacun d'entre nous qui nous écoute aujourd'hui ou qui nous écouteront dans les jours qui viennent, de ne pas avoir peur, et c'est certainement plutôt l'ignorance concernant tous ces déterminants qui font qu'on a peur, qu'on est dans la discrimination et dans la violence, que d'essayer d'avoir une appréhension claire, comme j'ai tenté de le montrer. Et vous pourriez peut-être montrer ce dernier schéma que j'avais fait sur les différentes identités pour que l'on se sente bien et que l'on ne croit pas qu'il y a derrière ça une manipulation. Alors, comme vous le voyez présentement, c'est tiré là aussi, mais c'est présenté différemment dans un gender bread person qui explique ces différentes expressions. Et donc, comme vous le voyez ici, en haut, j'ai mis l'identité qui est faite de multidéterminants, maintenant on l'a compris, qui peuvent se regrouper et qui sont tous indépendants. Et c'est au centre, on a plutôt le phénomène queer. Mais il y a beaucoup d'autres noms que l'on peut donner à ce phénomène. Ensuite, on a compris qu'il y avait donc l'identité de sexe, qui était l'identité biologique, qui est entre mâle et femelle, je fais exprès, et l'intersexe, comme on a discuté. Et quand on additionne, je vous rappelle, les hormones, le physique, les chromosomes, eh bien, on approche d'1% de la population, ce qui est énorme. Donc, c'est prendre conscience de cette partie intersexuelle. L'expression sociale de genre, n'est pas du tout l'identité de genre qui est ce qui est en haut. L'identité est différente d'expression sociale. Donc là, cet aspect de genre plutôt androgyne ou masculin ou très féminin. Ensuite, les orientations, comme je l'ai dit, je ne serai pas plus lourd que ça. Et donc, les orientations des relations sexuelles, attirance sexuelle, la bisexualité et l'homosexualité à la place des orientations, et dans l'attirance affective, tout ce qui est hétérosexué, bisexué et homosexué. Et donc là, on peut avoir une attirance affective, mentale, émotionnelle, spirituelle avec des personnes du même sexe, sans pour cela avoir des attirances, des relations sexuelles. Voilà de quoi c'est composé. Et donc on peut, vous voyez, clarifier, et assez simple. Et après, on se dit, ben voilà, aujourd'hui, moi je suis un peu plus ci, un peu plus ça, etc. Et j'ai fait exprès de ne pas mettre femelle,
féminins, hétérosexuels, homosexuels, tout ça, c'est très varié. Donc finalement, on voit que le confinement a justement influé un peu, et il a quand même joué un rôle très important sur notre identité. Peut-être une dernière réponse, comment ce confinement justement a pu jouer sur notre identité? Alors, on a compris qu'elle a joué sur l'identité d'expression. Ouais. Ça n'a pas joué sur l'identité d'orientation, ça n'a pas joué sur l'identité proprement dit que l'on est dans soi, ni sur notre sexe biologique. Donc, ça a joué sur quoi, le confinement? Ça a joué sur l'expression de genre. Donc, cette identité construite avec et à travers l'autre, et dans lequel, dans le confinement, on a été contraint pour certains d'entre nous de s'atteler à des tâches ménagères, ne serait-ce que parce qu'on vivait seul, ou de partager des tâches ménagères parce qu'on était à deux, de ne pas aller à son travail à l'extérieur et donc de rester peut-être avec sa femme qui ne travaille peut-être pas, ou la femme qui travaille est restée avec son homme qui, lui, ne travaillait pas. Et donc, il y a une rediscussion des tâches ménagères, par exemple, que l'on disait avant identitaire, que l'activité professionnelle était identitaire. C'était peut-être l'occasion à ce moment-là de refaire le bilan de ses comptes pour savoir où on va aller, ne serait-ce que parce qu'une partie de notre société, pendant son confinement, va être en difficulté financière. Et donc, eh bien, à ce moment-là, si c'était le rôle de la femme, l'homme s'en est peut-être occupé, peut-être les deux s'en sont occupés. Et on voit bien qu'il y a eu une recomposition de l'expression de genre, de l'expression de ce que l'on pourrait catégoriser masculin-féminin. Eh bien là, ça a certainement été recomposé. De même, les habits. Eh bien, les habits ont été modifiés. Peut-être qu'on ne s'habillait pas de toute façon tout à fait la même chose. Et si on était en short toute la journée, eh bien, ou en culotte toute la journée, vous voyez bien que dans sa représentation et son expression qu'on a par rapport à l'autre, il va y avoir beaucoup de modifications. Donc, le confinement a redéfinit l'expression de genre. Mais maintenant, vous l'avez compris, ni son identité, ni son sexe biologique, ni son orientation, et pourquoi pas son attirance. Je ne vois pas bien l'attirance, on est avec qui l'on est à ce moment-là. Ouais. Peut-être en passant à votre diapo de fin, vous pouvez quand même nous donner des recommandations pour ceux qui habitent dans les sociétés non tolérantes à la plurisexualité. Ça, c'est une question d'un de nos auditeurs. Et entre-temps, je mettrai le diapo de fin. D'accord. Là, pour répondre à ça, l'expression de genre, bien sûr, on peut toujours provoquer et sortir dans la rue et être provocant par rapport à la société avec le risque d'être lynché, le risque d'être pendu, le risque d'être assassiné, le risque de se faire violenter physiquement. Si on est dans des sociétés qui sont non permissives par rapport à cela, je dirais, exprimez votre genre dans votre intimité, dans votre confinement, chez vous, et il faut s'adapter à la société dans laquelle on est ensuite pour éviter d'en avoir des conséquences néfastes. Est-ce que vous pouvez passer les dernières diapositives que j'avais préparées et que vous retrouverez sur la chaîne YouTube avec la bibliographie. On va passer les premières diapositives que vous avez vues, qui sont les schémas que j'ai partagés avec vous. Et pour arriver à cette définition de l'identité de genre dont on comprend maintenant qu'elle est ce que vous pensez à l'intérieur de vous, donc je vous rappelle que c'est votre intimité personnelle, elle est construite dès le plus jeune âge, autour de l'âge de 3 ans. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc ça, c'est l'identité. L'expression de genre, on l'a compris maintenant, c'est celle qui a été confrontée, je vous remercie pour ce joli dessin, on a été confronté au moment de ce confinement et le risque d'être confronté dans la vie sociale. Vous pouvez passer, s'il vous plaît, Grace, s'il vous plaît, la diapo suivante. Merci. Pardon, j'ai coupé pour éviter Oui, mais c'est les pas. Je respecte aussi toutes les expressions de chacun. Le sexe biologique, on a compris, donc, était les organes, les hormones et les chromosomes. Oui, c'est ça, c'est une autre forme, mais il y a aussi 2 seins. Ce serait plus intéressant. L'orientation sexuelle, c'est qui attire physiquement ou émotionnellement.
comme je vous l'ai dit, c'est l'échelle de Kinsey. Pour terminer, donc au moment du confinement notamment, sur l'expression que je vous ai dit, qui est multiple après cette diapositive, qui est là, qui est la dernière, dans lequel vous voyez ici la dimension de la santé sexuelle est une dimension définie par l'OMS, physique, sociale, mentale, émotionnelle. Eh bien, regardez, la dimension physique, c'est simplement sexe, biologie. La dimension sociale, c'est l'expression de genre. La dimension mentale, c'est l'orientation sexuelle et son identité. Et la dimension émotionnelle, c'est l'orientation sexuelle et non pas sexuelle, qui est un meilleur terme. Et on comprend que pour passer de l'une à l'autre, eh bien, il y a des métamorphoses, on s'habille, on se déshabille, on met en avant certains aspects, on peut mettre des bijoux, des foulards, etc. Et la même chose pour passer du côté physique et social au mental, eh bien, je dirais c'est la transformation métaphysique de nos corps, sociaux ou personnels, qui fait qu'on va avoir une identité interne. Eh bien, je terminerai par là, les 6 genres. Eh bien, là, les 6 genres, c'est typiquement être en identité à la fois biologique, d'expression sociale et émotionnelle et d'orientation. Donc, on peut être 6 hétérosexuels, 6 hommes. Et les transgenres, c'est ce que l'on voit dans cette dernière photo prise par Joël Mugnot à Pushkar en Inde, c'est des Irhas. Elle les appelait comme ça dans la rue. Ils se sont laissés prendre en photo. Ils sont très beaux, je trouve. On sent, on voit bien qu'ils sont habillés en femmes, mais que ce sont des hommes qui portent a priori des seins, enfin, du moins l'expression des seins. Et merci Joël pour nous avoir partagé cette photo. Et je terminerai là-dessus. C'est vrai que les IRA sont acceptés en Inde et ont des fonctions de type artistique, voire dans certaines cultures, croyances hindoues, ont des fonctions de passage entre le monde physique et le monde spirituel. Et dans de nombreuses cultures, notamment en Océanie, je suis allé assez souvent, eh bien, les transsexuels, les transgenres sont justement cet intermédiaire entre le monde social, parfois binaire, eh bien, eux qui ne sont pas binaires, qui sont entre les deux, permettent de passer à un autre stade qui est la spiritualité, souvent par l'art et leur expression. Merci Thierry pour ces informations, cet échange. Merci à tous nos auditeurs et auditrices qui ont suivi ce webinaire aujourd'hui, qui ont participé et posé des questions. Je remercie Philippe Le Guenidec à la technique, Georgina Lepoul, mon assistante dans l'ombre, Thierry et Joël Mignot pour justement l'idée et la conception de ce webinaire Intimus qui est très intéressant. Donc, c'était notre 19e session Intimus. Vous pouvez retrouver cet échange sur la chaîne YouTube de la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains d'ici quelques heures. Et pour ceux et celles qui aimeraient aller encore plus loin sur la thématique, vous trouverez une bibliographie aussi sur la vidéo diffusée sur la chaîne YouTube de la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains. Pour la semaine prochaine, nous vous donnons rendez-vous mercredi à 11 heures, toujours sur Zoom ou sur le Facebook Live. N'hésitez pas à nous suivre pour justement savoir de ce qui est de la question qu'on va traiter la semaine prochaine. Est-ce que je peux intervenir? Oui, bien sûr. Terminé. Mais, non, allez-y, allez-y. Alors, donc la semaine prochaine, je confirme qu'il doit y avoir, on peut faire un buzz, nos patients experts ou personnes expertes en situation de handicap devraient aborder ce qu'on appelle l'accompagnement sexuel, oui. Et plus particulièrement la problématique de l'assistance sexuelle en fonction des pays. Donc voilà, un thème qui est énorme. Et je voudrais dire aussi que je comprends que le genre bouscule ou que toutes nos thématiques ont bousculé, mais que nous avons réouvert grâce à France Université Numérique nos MOOC, Massive Open Online Courses, qui sont des cours en ligne gratuits, ouverts à tous, que vous trouvez sur Fun, sur la santé sexuelle. Les 12 modules sont accessibles de maintenant jusqu'à la fin juillet
allez-y, pour ceux qui ne les ont pas encore regardés. Il y a eu 28 000 personnes inscrites pour voir nos MOOC quand ils étaient là entre 2018 et 2019. Ils sont de nouveau ouverts grâce, je dirais, à des dons universitaires. Profitez-en, venez nous voir, informez-vous, suivez nos modules sur santé sexuelle pour tous, que vous retrouvez soit sur le site de la chaire, soit sur France Université Numérique. Ouais. Et bien sûr, pour tous ceux et celles qui avaient des questions et qui les ont posées sur Facebook ou ici sur le chat, je vous conseille de justement reposer vos questions sur Facebook et je suis sûre que Thierry Troussier prendra le temps de vous répondre à ces questions. Donc, d'ici mercredi prochain, je vous souhaite un très bon déconfinement et soyons responsables pour qu'on puisse vivre au mieux cette phase de transition. Merci beaucoup et bonne journée.